d'investissement maintenant, la SNI que le gouvernement camerounais a créée, je vais vous le faire écouter l'intégralité du décret tel qu'il a été lu à la CRTV. Et ensuite, je vous dirai pourquoi je crois que ça ne marchera pas. Hein? Je vous dirai ensuite pourquoi je crois que ça ne marchera pas. Donc, je vous laisse écouter déjà. Je vous rappelle à Christian Toukene que l'ensemble de tes commentaires seront effacés. Donc, personne ne verra ça. Donc, je vous fais écouter le décret tel qu'il a été lu à la télévision et après, je reviens pour faire une analyse. Bon après-midi, Larissa. Également avec nous, le directeur adjoint, George Colomb. Good afternoon, George. Good afternoon, Larissa. Valérie, vous avez des textes du président de la République. Décret numéro 2024/291 du 10 juillet 2024 portant transformation de la Société nationale d'investissement en société à capital public. Le président de la République décrète, article 1er, alinéa 1, la Société nationale d'investissement, abrégée SNI, et après désigner la SNI, est, à compter de la date de signature du présent décret, transformée en société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Alinéa 2, la SNI est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Alinéa 3, son siège est fixé à Yaoundé. Alinéa 4, des antennes, bureaux ou représentations peuvent, en tant que de besoin, être créées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national par résolution du conseil d'administration. Est-ce que vous écoutez le son? Est-ce que vous écoutez le son? Vous êtes 117 personnes à regarder sur toutes les plateformes. Quelqu'un dit que le son n'est pas bon. Si vous écoutez le son, écrivez là dans le chat si vous écoutez le son. Est-ce que vous écoutez le son? Bon, si vous ne dites rien, je présume que vous écoutez le son. Article 2. Pour l'exécution de son objet social, la SNI est habilitée à créer... Bon, si vous n'écoutez pas, je peux reprendre pour vous. L'alinéa 1 du décret que Paul Biya a signé dit que la SNI est créée comme entreprise à capitaux publics. Ça veut dire que l'État camerounais est l'unique actionnaire de la SNI, qu'ils ont transformé en fonds d'investissement. Voilà. Donc, l'État camerounais est l'unique actionnaire. Donc, voilà. Et des filiales qui participent à la réalisation de ces objectifs stratégiques, notamment à travers l'exercice d'activités réglementées. Les dites filiales doivent se conformer aux réglementations spécifiques de leur secteur d'activité. Article 3, alinéa 1. La SNI a pour objet la mobilisation et l'orientation des financements en vue de favoriser l'investissement productif, notamment dans les secteurs industriels, agricoles, miniers, financiers, commerciaux et des services. Alinéa 2. Elle est notamment chargée, à travers ses filiales, du financement des investissements, des opérations de capital risque et de capital développement, de l'exercice d'activités d'intermédiation en bourse et de gestion d'actifs, de la réalisation d'études et de l'appui conseil, du suivi des entreprises publiques. Article 4. Voilà. C'est marrant, mais on va commenter ça à la fin. Ouais, c'est ton téléphone qui dérange parce que tout le monde entend. Mais je vais essayer de reprendre ça. Donc, que la SNI est une société à capitaux publics dont le siège est à Yaoundé et elle peut avoir des démembrements dans les régions. Ça, c'est ce que le décret de Paul Biya dit. Elle peut avoir des démembrements dans les régions. Deuxièmement, que cette SNI est chargée de rechercher les fonds sur les marchés ou peu importe, et d'investir ces fonds dans des projets industriels, commerciaux ou financiers. Ça fait beaucoup rire parce que je ne sais pas quel est le projet industriel, commercial ou financier que l'État du Cameroun a déjà créé depuis 45 ans que Paul Biya là jusqu'à ça a marché. Pourquoi on nous dit que c'est aujourd'hui là, à l'âge que Paul Biya a,
et vu son état, que ça va créer des résultats extraordinaires. Mais anyway, on va continuer. Et ensuite, cette SNI-là, dit-on, va faire de l'intermédiation en bourse. Je vais vous expliquer le danger qu'il y a là-dedans. C'est un liable institutionnel qu'on est en train de créer. Va faire de l'intermédiation en bourse. J'explique ça surtout pour nos parents bamileke qui parfois, là, certains, quand ils agissent, on dirait qu'ils n'ont rien dans la tête. C'est comme un troupeau de moutons. On les amène là, il y a le précipice là, mais eux, ils sautent dedans. Parce que bientôt, ils vont sortir l'argent pour aller mettre dans des trucs, parce que où ils veulent être vus, être aimés, et ça va sortir encore une énième frappe. Et c'est toujours eux qu'on frappe. Tonnerre frappe, l'animal frappe, la MIDA, etc., etc. C'est encore un autre MIDA qui est en train d'arriver. Si on a le courage et qu'on connaît bien l'univers de la finance, on le leur dit. C'est surtout ça qui a attiré mon attention. Quand ils disaient déjà l'intermédiation en bourse, etc., etc., c'est une frappe qui est en train d'arriver. Et ils parlaient du capital risque. De quel capital risque ils parlent? En tout cas, je vais vous expliquer comment ça marche. D'une manière générale, la SNI est chargée des opérations de nature à favoriser directement ou indirectement l'extension ou le développement de la société et de toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social. Article 5, alinéa 1. La SNI est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'économie. Alinéa 2. À ce titre, la tutelle technique s'assure que les activités menées par la SNI sont conformes aux orientations des politiques publiques du gouvernement dans les secteurs concernés, sous réserve des compétences reconnues au conseil d'administration, de la conformité des résolutions du conseil d'administration aux lois et règlements ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. Article 6, alinéa 1. La SNI est placée sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Alinéa 2. À ce titre, la tutelle financière s'assure de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de la SNI à la réglementation sur les finances publiques d'une part et de la régularité a posteriori des comptes d'autre part, de la régularité des résolutions du conseil d'administration d'incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de la SNI au programme sectoriel. Article 7, alinéa 1. Bon, je m'arrête là parce que ça me fait suffoquer, hein, parce que je ne sais même pas si je vais écouter tout ça là, parce que on est en train d'écouter des bêtises, des vraies bêtises. Ça veut dire que Paul Biya a décidé au Cameroun que pour lancer la production, il faut non pas soutenir les hommes d'affaires qui ont énormément besoin de capital. Là, on aurait pu créer par exemple un fonds de garantie des prêts qui garantissent des prêts bancaires que les banques pourraient donner à des entrepreneurs camerounais. Par exemple, pas des prêts comme on fait à l'ancien, non. C'est-à-dire que des prêts en disant, banque par exemple, sous forme de banque de développement de l'équipement des PME. Ça veut dire que quand vous avez envie d'acquérir un bien, c'est ça, c'est là où est la croissance économique dans notre pays. Ça veut dire que le président qui arrive au Cameroun, qui veut accélérer la croissance économique, comme on dit en économie, la croissance se trouve dans les gains de productivité. Les gains de productivité. Ça veut dire que vous produisez vite, vous produisez avec un outil performant, neuf, avec des coûts qui sont faibles et avec des coûts de maintenance, etc., qui sont très faibles. Donc, tous les rapports, le GICAM, la Banque mondiale, le FMI, ont déjà écrit ça dans des conteneurs de rapports depuis 40 ans que Paul Biya dirige au Cameroun, en disant il faut créer un fonds qui permet de sortir les industriels camerounais ou ce qu'il en reste de l'obsolescence de l'outil de travail. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez Maya Cameroun, Maya Cameroun a par exemple 900 employés. J'ai déjà fait une étude pareille. J'ai retrouvé un concurrent espagnol de Maya qui s'appelle Casa Quirico. Casa Quirico a 200 employés. Et Casa Quirico fait 3 fois le chiffre d'affaires de Mayor avec 200 employés. Quel est le problème? Mayor travaille avec des machines qui sont très vieilles.
La seule raison pour laquelle il arrive à survivre, c'est qu'il est sur un marché qui n'est pas très concurrentiel. Il travaille avec des machines qui sont très vieilles. Il a des infrastructures qui sont vétustes. Ce n'est pas parce qu'il existe et qu'on dit leader du marché, mais les infrastructures sont vieilles. Et pour sortir de ça, il faudrait que Maya, par exemple, RCM Maya, mette en place, voilà, c'est-à-dire que renouvelle son outil de travail, renouvelle son outil sa gestion de la logistique, ça veut dire les stocks de matières premières, les stocks de produits finis, renouvelle les lignes de fabrication, renouvelle, mettre en place les logiciels les plus modernes pour gérer la production, pour gérer la commercialisation et pour faire les comptes. Tout ça, ça a un coût. Et dans tous les pays normaux, vous prenez même ici aux États-Unis, c'est à l'État de faire ce travail. Parce que les entreprises payent des impôts. L'État met en place un fonds de garantie d'équipement des entreprises. Les entreprises présentent à l'État leurs besoins en équipement. L'État donne une garantie en disant, voilà, le promoteur, par exemple, veut renouveler les équipements pour moderniser son industrie. En modernisant son industrie, si Mayor fait travailler les 900 employés, il peut, par exemple, d'après les estimations que j'avais faites, multiplier par 12 son chiffre d'affaires. 12. Ça veut dire que si SCM Maya au Cameroun déclarait, par exemple, 80 milliards de chiffre d'affaires, il peut désormais faire 960 milliards de chiffre d'affaires. Peut-être qu'il a besoin d'un investissement de 50 milliards pour moderniser ses lignes de production, moderniser son système de supply chain interne, moderniser son système de communication interne, le système de transmission de l'information, acquérir des logiciels, etc. pour pouvoir faire ce qu'on appelle le data management. Ça veut dire que connaître exactement le turnover sur toutes les lignes de produits, les lignes de production, etc., se couvrir contre les variations des matières premières, etc. Donc, moderniser l'économie telle qu'elle existe. C'est là où est la croissance économique. Parce que si vous commencez à moderniser une entreprise qui, une fois le processus de modernisation est fini en un an, double, triple, quadruple son chiffre d'affaires, ben la conséquence immédiate, c'est qu'elle paie plus d'impôts, elle embauche plus de personnes, elle augmente le revenu, le traitement des travailleurs, elle investit plus, et puisqu'elle fait plus de profit, elle démarre de nouveaux projets. C'est là le piège de l'économie camerounaise. Mais voyez-vous, le gouvernement camerounais a choisi, encore une fois de plus, d'ignorer ça. Et de créer une société nationale d'investissement. Donc, on connaît déjà le bilan. C'est la Société nationale d'investissement qui a géré les Camsuco, les Camchip, les Sotuc. C'est elle qui a géré tout ça, qui a fait les études de faisabilité et qui les a créées. Et elle les a créées, et ça a fonctionné exactement sur le système qui est là. Ça veut dire que la tutelle de l'État du Cameroun. Et bien, ça a conduit à quoi? Toutes ces entreprises ont fait faillite. Elles ont été privatisées, au pire liquidées. Mais alors qu'on n'a jamais fait le bilan de ce qu'était la SNI, on nous recrée encore une autre SNI, qui sera encore une caisse qui va engloutir l'argent public, puisque on vous dit déjà qu'elle a une tutelle technique et une tutelle financière. La tutelle technique, ça veut dire que les gens qui vont étudier les projets que la SNI va réaliser, ce seront les gens du ministère des Finances. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Parce que les entreprises que la SNI va créer vont payer des impôts. Qui c'est qui collecte les impôts et les recettes au Cameroun? C'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances ne peut pas être à la fois investisseur et contribuable. Ce n'est pas possible. Il va étudier les projets. Alors, à quoi sert le ministère de l'Industrie? À quoi sert le ministère de l'Industrie? Est-ce que le fonctionnaire du ministère des Finances est un technicien? Est-ce que c'est un ingénieur? Est-ce que c'est un ingénieur de génie civil? Est-ce que c'est un ingénieur de production? Est-ce que c'est un ingénieur technique? Est-ce que c'est un ingénieur produit? Comment on dit, ingénieur design, manufacturing design? Qu'est-ce qu'il y connaît là-dedans? Qu'est-ce qu'il sait là-dedans? On dit que c'est lui qui va étudier les projets. Et ça va vous donner exactement quoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. Ce sont les mêmes fonctionnaires du ministère des Finances qui ont étudié le projet de l'assemblage des tracteurs du Bolova, qui ont étudié le projet de l'usine de manioc de Bolova. Et après, on est venu dire plus tard qu'il n'y a pas eu maturation des projets. Donc, l'usine de tracteurs de Bolova est dans la forêt, l'usine de manioc de Bolova ou de Saint-Mélois, je ne sais pas moi quoi, n'ont jamais vu le jour. Alors, sans qu'on ait fait le bilan de ça, on se demande même s'il y a des parlementaires au Cameroun. À quoi servent même les parlementaires, les sénateurs,
Ces gens-là nous servent exactement à quoi? On a repris les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'on vous dit que c'est encore les mêmes fonctionnaires qui n'ont pas pu nous construire des barrages, qui n'ont pas pu nous construire les projets structurants, qui ont raté les projets structurants, raté les barrages, raté l'autoroute Douala-Yaoundé, raté tout ce que vous pouvez connaître, qui ont créé la commission de restructuration des entreprises d'État, qu'on avait mis Ngamo en Mania à la tête, qui ont foiré et les gens sont retrouvés en prison parce qu'il y a eu des détournements massifs d'argent. On vous dit que ce sont les mêmes ingénieurs-là, que c'est eux qui vont réussir là, dans quelques jours, là, le développement de la production au Cameroun. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Depuis quand un fonctionnaire du ministère des Finances s'est construit une usine? Ils ont déjà construit l'autre où? Si on disait encore le ministère de l'Industrie, je peux comprendre. Parce qu'on suppose que le ministère de l'Industrie est doté des ressources humaines pour comprendre et connaître les affaires de l'industrie. Nous avons un ministère de l'Industrie. Nous avons un ministère du Commerce dans notre pays. Nous avons un ministère de l'Économie et de la Planification où on suppose qu'il peut y avoir des techniciens qui peuvent comprendre des choses. Nous avons un ministère des démembrements de l'État. Hein? Nous avons encore ce qui reste des entreprises publiques avec des ingénieurs qui sont là-dedans. Mais on vous dit que ce sont les gens du ministère des Finances qui vont assurer la tutelle technique, donc qui vont faire les études techniques des projets. Je ne sais pas si un administrateur civil ou un inspecteur des impôts ou des douanes a la compétence pour surtout dans le monde où nous vivons, où l'industrie est une affaire tellement compliquée. Même les Bill Gates ici, là, s'ils réussissent, c'est parce qu'ils sont entourés des meilleurs ingénieurs, qui sont des meilleures écoles et qui peuvent payer très cher pour leur montrer un certain nombre de choses. Nous n'avons pas ça au niveau du ministère, ministère des Finances. Et on voit arriver encore le même ministère des Finances va être, ça veut dire que le ministère des Finances va collecter les impôts et taxes. Le ministère des Finances va créer les projets d'abord. Le ministère des Finances va collecter les impôts et taxes, il va liquider l'impôt. Et le même ministère des Finances, c'est lui qui va faire les comptes, boucler les comptes de ces entreprises d'État. Il va assurer la tutelle. Franchement, je veux dire que j'ai même pas envie de, ça me donne même pas envie de finir ce décret-là, parce que quand j'ai écouté ça, ça m'a fait vraiment très mal. C'est que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La tutelle, il faut en sortir. On a vu ce que ça nous a donné. On a créé une Cameco. On a donné à Cameco la tutelle technique, c'était le ministère des Transports. La tutelle financière, c'était le ministère des Finances. Mais on a vu ce que ça a donné. Le directeur avait les bras liés comme ça. Ça veut dire qu'il ne peut prendre aucune décision sans se référer à sa tutelle. Et si sa tutelle ne décide de ne pas signer un papier, il ne peut rien faire. Dans un monde où il faut décider à l'heure aujourd'hui, vous avez des actionnaires, il faut décider à l'heure. Et que vous faites la tutelle. Et si le ministre dit, moi j'attends les instructions qui viennent de la primature ou de la présidence, donc vous êtes un directeur général, vous devez décider si oui ou non, il faut peut-être embaucher ou débaucher ou externaliser une prestation. Vous devez attendre 1, 2 ans, voire 3 ans pour avoir les décisions. En attendant la casse. Donc, c'est une entreprise qui est morte même déjà avant d'être née. Ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Elle est déjà morte avant d'être née. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, je poursuis juste pour que vous écoutez. Je ne vais même pas aller à la fin parce que ça fait chier.